Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà vu la vidéo de la semaine dernière où je parle des pires lectures de l'année 2023. Cette année, on fait tout l'inverse. C'est un peu la vidéo de l'année. Moi, je vous avoue, je suis pas mécontente que 2023 s'achève. Cela dit, il n'y a pas eu que du mauvais, il y a aussi eu de très bonnes lectures. Aujourd'hui, je vais les partager avec vous et j'aimerais beaucoup que vous fassiez la même chose dans les commentaires. Alors d'ores et déjà, n'hésitez pas à me donner votre top 3 livresques de l'année 2023 parce que je suis sûre que vous aussi vous avez fait des belles découvertes et prière de les partager avec le peuple. Je vais commencer avec Sensible de Nejma Kassimi que j'ai lu je crois en mars. Et en fait, c'est un livre qui parle du passé colonial de la France, qui parle un peu de la découverte tardive de l'autrice concernant certaines discriminations qu'elle avait vécues à cause de ses origines. Donc, elle est d'origine algérienne et elle parle beaucoup donc de son expérience personnelle, mais aussi de l'histoire avec un grand H, des relations entre l'Algérie et la France. Il y a un peu de sociologie dans tout ça. Ce livre se concentre vraiment sur l'histoire coloniale de la France en Algérie, donc c'est très spécifique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples de sa propre vie qu'elle donne, de sa relation avec ses parents, de discrimination et de racisme qu'elle a pu vivre. Elle va revenir par exemple brièvement sur l'histoire des Harkis, donc elle va se décentraliser un peu de cette histoire. Et chaque chapitre, si je me souviens bien, parlait d'une chose différente, mais chacun avait attrait à cette histoire coloniale. Et donc en soi, ce livre n'est pas révolutionnaire dans le sens où si comme moi vous êtes un peu renseigné sur l'histoire, si comme moi vous avez découvert des groupes de parole qui partagent leur expérience de racisme en France, etc., ça ne sera pas une nouvelle incroyable. En revanche, la raison pour laquelle ça a été une de mes meilleures lectures de l'année, c'est parce que ce livre est arrivé au bon moment pour moi dans l'année. Moi j'aime bien dire que la littérature et les livres c'est une rencontre, un peu comme les gens, et parfois il y a des livres qui nous arrivent à un moment dans notre vie où on en avait besoin. Or, en mars 2023, moi j'étais en plein burn-out. J'étais en plein burn-out, je venais de passer un examen très stressant et très important dans mon cursus, et j'étais totalement en manque d'inspiration. Et donc relire ce livre, qui est une sorte aussi de passation de pouvoir, ça a été un regain d'énergie, ça m'a beaucoup fait pleurer, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a surtout redonné la foi et la force de combattre ce genre de choses et aussi de les dénoncer dans mes écrits universitaires. Et quand je dis que c'est une passation de pouvoir, c'est parce que dans ce livre, Nejma s'adresse aux générations plus jeunes, donc typiquement à ma génération surtout, et elle s'adresse à nous, elle nous dit que c'est maintenant à nous en fait de poursuivre la lutte et de faire en sorte d'aller vers un avenir plus inclusif, plus tolérant, un avenir meilleur pour notre communauté mais pour toutes les communautés en soi. Donc c'était un livre vraiment plein d'espoir et c'est vrai que quand on lit les livres qui se rapportent à la guerre d'Algérie, à l'intégration, à l'immigration, etc., ça peut vite devenir hyper déprimant. Et là, c'était vraiment une passation. Elle nous a passé le flambeau. Et c'était le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis de repartir de plus belle et de vraiment commencer à travailler sur ma thèse. Donc voilà, première pépite de l'année, Sensible. Après ça, il y a eu un livre qui vraiment m'a donné du fil à retordre, qui lui aussi m'a fait pleurer, qui m'a dégoûtée, qui m'a fait ressentir toute une palette d'émotions. Et c'est pour ça qu'il fait partie de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit de Betty, de Tiffany McDaniel, qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Et je comprends pourquoi. Je tiens néanmoins à dire, avant de vous expliquer de quoi parle ce livre, je tiens à dire que c'est un livre qui n'est pas fait pour tout le monde, qui contient des scènes d'une violence extrême que moi je n'avais jamais lu auparavant dans un livre, et pourtant Dieu sait que j'en lis des trucs violents, mais là il faut vraiment être averti, c'est-à-dire que soyez prêts ou prêtes à faire face à toute forme de violence, qu'elle soit sexuelle, morale, physique. On parle beaucoup de racisme, il y a aussi des violences intrafamiliales avec de l'inceste, voilà, donc soyez prêts et prêtes à lire tout ça. Et en plus, ce sont des scènes qui rentrent quand même dans les détails, donc moi il y a des moments qui sont un peu ancrés dans ma mémoire,
sans pour autant que je le veuille, mais voilà, c'est comme ça. Et paradoxalement, c'est un livre qui contient énormément de beauté, énormément d'amour. De quoi ça parle? Ça parle d'une famille, les Carpenter, qui vivent... Dans quel état déjà? Dans un état... en Ohio, MDR. En Ohio dans les années 1950, et en fait je dis MDR parce que c'est une famille mixte en fait. La maman est blanche et le papa est Cherokee. Et donc les enfants sont un peu basanés si vous voulez. Donc Ohio, années 50, famille mixte avec des origines amérindiennes. Autant vous dire que c'est le mélange pour un désastre. Et cette histoire. Nous on va suivre Betty, qui est une des filles de cette famille. Donc il y a plusieurs frères, il y a plusieurs sœurs. Et on va suivre leur évolution dans cette petite ville très raciste, où la famille est très pauvre et va essayer, bon gré mal gré, de survivre dans ce milieu particulièrement hostile. On s'attache très vite à Betty. Et Betty, c'est une petite fille qui voit beaucoup de choses, qui comprend beaucoup de choses et qui est exposée constamment à de la violence. Et parmi ce climat particulièrement anxiogène, il y a ce père, le papa de la famille, qui est, je pense, un de mes personnages masculins préférés, parce que ce papa est incroyable. Ce papa, c'est une philosophie de vie, c'est un amour de soi, c'est l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour des origines. Il va justement essayer de transmettre toute cette culture Cherokee à ses enfants. Il va essayer de les protéger contre l'oppression, contre la violence. C'est un père qui est lumineux, qui représente la vie. Et moi, les passages vraiment qui m'ont fait pleurer, c'est lui. C'est lui qui s'adresse à Betty, c'est lui qui s'adresse à ses enfants. Et c'est d'une poésie. Voilà, tout ça dans un seul livre. En fait, pour avoir accès à la beauté de ce livre, il faut passer par la brutalité. Vous ne pourrez pas avoir l'un sans l'autre, malheureusement. Et je pense que ce livre n'aurait pas marqué autant les esprits s'il n'avait pas été aussi violent. Donc à vos risques et périls, il est très long. Moi j'ai pris vraiment plusieurs mois à le lire. Il y a des passages où parfois il faut souffler et il faut le poser et il faut revenir après. Ah, il y a de la violence sur les animaux. J'avais oublié de vous prévenir, donc pareil, soyez préparés pour ça. Malgré tout ce que j'en dis, malgré le fait que je suis persuadée qu'il faut que ce soit un public averti, qui s'y attelle, je pense que ça reste quand même un livre qui me marquera, en tout cas qui a marqué mon année 2023, et dont je me souviendrai sincèrement, parce qu'il est splendide, et la plume de l'autrice... Ouais, je pense que j'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau. Vraiment. Je peux pas vous dire je vous le conseille, parce que c'est faux. Mais si vous vous sentez prêt ou prête, je pense que ça peut vraiment valoir le détour. Donc dites-moi si vous l'avez lu celui-là ou si vous prévoyez de le lire. Mais j'adore parler de ce livre avec les gens, donc n'hésitez pas à le faire avec moi dans les commentaires. Je retourne rapidement dans mon domaine de recherche pour vous parler d'un livre qui n'est pas une nouvelle lecture, mais que j'ai relu justement pour ma thèse cette année. Il s'agit du Trauma colonial de Karima Lazali, qui est un livre à la fois historique et sociologique. C'est souvent ça en fait, hein, quand on parle de colonialisme, je trouve que l'histoire ne va pas sans la sociologie, voire l'ethnopsychiatrie. Et là, en l'occurrence, l'autrice est ethnopsychiatre à la fois à Alger et à Paris. Et c'est à la suite justement d'entretiens qu'elle a eu avec ses patients qui sont les héritiers de la colonisation en Algérie, qu'elle a récolté tous ces témoignages et décidé d'en faire carrément une recherche sur les effets du colonialisme sur les individus. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui est très accessible. Moi c'est vrai que je suis assez fascinée par la psyché, les traumatismes, la nature des traumatismes, comment ils se manifestent, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et là en plus elle le mêle à l'histoire du colonialisme. Donc il y a vraiment une exploration de l'histoire coloniale en Algérie et comment justement ça a affecté le développement mental, émotionnel
des anciens colonisés, mais aussi de leurs descendants, parce que le traumatisme, justement, ça qui est intéressant, le traumatisme se transmet de génération en génération, qu'il soit colonial ou pas, hein, mais peut-être que dans votre famille vous le verrez, les traumas se transmettent. C'est un livre qui est hyper pertinent pour mon travail, mais même dans ma vie personnelle, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses concernant la révolution algérienne aussi, parce qu'elle s'est vraiment documentée sur l'histoire de la révolution algérienne. Et c'est assez fascinant d'avoir ce caractère un peu interdisciplinaire avec, comme je l'ai dit, l'histoire, la sociologie et l'ethnopsychiatrie. Je vous le conseille, c'est un peu niche comme lecture, mais ça reste néanmoins un très bon livre qui a été écrit en plus récemment, donc ce sont des études qui sont très récentes. Il a été publié en 2021. Et si justement les thèmes dont j'ai parlé là vous intéressent, n'hésitez pas, ce livre est excellent. On change radicalement d'ambiance, vraiment cette vidéo c'est la cour des miracles, il y a à boire et à manger, mais il fallait, je me devais de vous parler de ce livre et de cet auteur que j'ai découvert en 2023 grâce à ma meilleure amie, Maëlys, merci, si tu passes par là ma biche, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi que j'ai découvert Junji Ito. Alors, Junji Ito, ça plaira pas à tout le monde, je vous en ai déjà parlé, en fait c'est un mangaka qui écrit des histoires d'horreur, très glauques mais aussi très gore, c'est très graphique et tout. Et c'est incroyable. Moi qui adore justement l'horreur de manière générale, là c'était le Graal pour moi. Et donc je vous mets les chefs-d'œuvre, le tome 1, parce que c'est le premier livre que j'ai lu de l'auteur et je pense que c'est un bon début pour aller après un peu plus loin si jamais ça vous intéresse. Alors je sais que ça peut paraître bizarre pour les personnes qui sont pas attirées par ça, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez les trucs glauques, tout ça, rien que la couverture devrait vous intriguer. Les éditions sont sublimes, c'est chez Mangetsu, donc c'est, j'allais dire Babylone, non, c'est Brajlon qui édite tout ça. En plus, regardez, enfin, c'est vraiment des livres d'une qualité, voilà, incroyable. Et donc là, l'avantage donc des chefs-d'œuvre, c'est que c'est pas une histoire complète, c'est que c'est plein de petites histoires. Et en plus, Junji Ito a vraiment la capacité de mélanger un petit peu le folklore japonais à ses histoires. Son trait de crayon est fou. Voilà, allez, au hasard, ça c'est une histoire où on a des têtes géantes qui flottent au-dessus de la ville. Là c'est des pantins qui sont vivants, donc des personnes vivantes qui vivent comme des pantins. Enfin voilà, il y a plein de petites histoires qui sont très sympas. Ah, si Maëlys regarde, ça c'est Tomie, qui est un personnage récurrent de Junji Ito et qui donc est une fille très belle et qui charme les hommes et qui les rend totalement fous, voilà, qui les pousse à la folie meurtrière et on adore Tomie, on l'adore. Et ça c'est une des images les plus connues de Tomie. Voilà, qui est une femme un peu succube finalement. Toute l'année ça a été une découverte de Junji Ito parce que dès que j'ai eu fini ce livre, il m'en fallait d'autres, il fallait que j'en lise d'autres. Et donc j'en ai lu beaucoup d'autres et c'est celui-là dont je vous parle aujourd'hui parce que je pense que c'est un très bon début, si jamais ça vous intéresse. Et ouais, franchement, ça a été, je pense que ça a été vraiment le coup de cœur de l'année 2023, sans aucun doute. Le dernier livre de cette vidéo, qui est donc je crois le 5e livre préféré de cette année, c'est contre toute attente une autobiographie. Et c'est un livre que j'ai lu grâce à Nextory en audio et que j'avais aussi en version papier, mais en fait j'avançais pas comme je voulais. J'adorais la version papier, je trouvais que c'était très bien écrit, j'étais à fond dedans. Et quand j'ai vu qu'il était en audio sur Nextory, je me suis dit c'est quoi, je vais l'écouter, ça ira plus vite. Et en fait j'ai très vite préféré la version narrée de Nextory parce que j'étais prise dans l'histoire de cette femme. Et j'ai eu un coup de cœur en fait pour cette histoire. Il s'agit de la biographie, je crois que j'ai dit autobiographie, mais non, c'est biographie de Mary Stuart, écrit par Stefan Zweig. Ok, c'était ouf, ça fait tellement longtemps que je veux lire ce livre, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle. Et c'est vrai que mes nombreux voyages en Écosse ces 2 dernières années m'ont vraiment donné cette sorte de soif d'histoire écossaise. Et Mary Stuart étant la figure féminine écossaise par excellence, il fallait que je lise son histoire, d'autant plus que moi,
j'ai grandi avec la série Reign, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai re-regardé encore récemment, et j'avais vraiment envie d'avoir la vraie version, la version un peu plus factuelle de l'histoire de Mary Stuart. Et j'avais un peu peur en fait que ce soit pas hyper accessible, parce qu'on parle quand même d'une biographie, donc ça peut être très lourd, ça peut être très chiant, et pas du tout, ça se lit comme du petit beurre, que ce soit en version papier, mais encore plus en version audio. Je trouve que la narratrice fait un travail incroyable. Bon, elle est un peu marrante, parce que quand elle dit des choses en anglais, on capte qu'elle est pas hyper à l'aise, mais c'est pas grave, et j'avais vraiment l'impression d'être dans une série. Parce que la vie de Mary Stuart est une série, la vie de cette femme était assez incroyable. Et en plus, moi, ça m'a vraiment aidé à débunker tout ce mythe que j'avais tissé autour de Mary Stuart, à cause de la série notamment, qui créait un personnage de toute pièce, parce que Mary Stuart n'était pas vraiment comme elle est montrée dans la série. Choquant. Et du coup, ça m'a permis aussi de resituer certains événements de sa vie en fonction de ce que j'avais pu visiter, parce que j'ai visité le château d'Holyrood dans lequel elle a résidé pendant très longtemps. Elle était aussi au château d'Édimbourg, et c'était vraiment fascinant d'écouter l'histoire de cette femme et de reconstituer ça avec ce que j'avais pu voir dans la vraie vie. Et en plus, c'est un livre que j'ai lu en novembre, et bon bah voilà, si vous avez suivi mes dernières vidéos sur ma chaîne, novembre a été très compliqué. Et je ne saurais pas comment vous expliquer, mais écouter le destin tragique, vraiment tragique, hein, de cette femme, bah, ça m'a fait du bien. Voilà, je sais pas si c'est une sorte de délire voyeurisme ou quoi, mais en fait je pense que c'était surtout l'idée de se dire que ben, à travers les âges, les humains souffrent de manière différente pour différentes raisons. Peu importe leur statut, peu importe qui ils sont dans l'histoire, et on a tous et toutes nos manières de souffrir, et Mary Stuart a été définitivement dépressive à une période de sa vie. Et je sais pas, j'ai vraiment, je me suis sentie proche d'elle à ce moment-là. Ça m'a fait du bien, tout simplement. Ça me faisait du bien d'écouter son histoire, et c'était le moment parfait. Encore une fois, je pense que les lectures, c'est beaucoup des moments. Et donc là, c'était le bon moment pour moi de découvrir son histoire à elle. Et ouais, franchement, je vous le conseille. Alors, j'ai très envie de lire d'autres biographies de Stefan Zweig, parce que je trouve qu'il écrit super bien. Il en a fait 2 autres, je crois, dont Marie-Antoinette, donc à voir si je vais me tourner vers ces livres-là. Mais en tout cas, voilà, Mary Stuart, foncez. Oui, il y a du sexisme. Voilà, je l'ai pas précisé, mais il y a des remarques, franchement, on peut faire sans. Bizarrement, moi, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, même si, bah oui, bah c'est hyper sexiste, il y a des choses qu'il dit sur Mary Stuart, c'est pas nécessaire. Faites abstraction. Là, pour le coup, moi, j'ai réussi à faire abstraction, ça m'a clairement pas gâché ma lecture. Et ouais, je vous le conseille en livre audio. Si vous souhaitez vous aussi écouter ce livre audio, sachez que vous pouvez le faire avec mon lien Nextory qui sera en barre d'infos. Vous avez accès à l'application pendant 45 jours gratuitement, et ça vous offre aussi 15 heures d'écoute sur la plateforme. Vous aurez largement le temps de lire ce livre et de me dire ce que vous en avez pensé, parce que je serais trop contente d'avoir votre avis là-dessus. C'était le dernier livre dont j'avais envie de vous parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi une année de plus dans toute cette aventure. Donc sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt, voire à l'année prochaine. Bye bye.